de surcroît d'un journaliste au Bénin. Vous avez raison de poser la question, mais en réalité, les autorités béninoises, quand vous avez bien écouté Rudolf Karl, ne considèrent pas, n'est-ce pas, notre confrère comme un journaliste. Et parce qu'il ne dispose pas d'une carte de presse béninoise. Non seulement ça, parce qu'ils estiment que il est un complice des terroristes, n'est-ce pas, et qu'il est un informateur ou l'autre bout de la communication des terroristes, parce qu'ils estimaient que, eh bien, ceux-là lui faisaient parvenir, n'est-ce pas, leur propagande après avoir opéré. C'était ce qu'on lui reproche, si bien que non seulement son statut de journaliste est discuté, n'est pas reconnu, alors que c'est faux. C'est faux en ceci que, d'abord, il est le directeur de publication du journal Olofofo. Qu'il soit reconnu que le journal a été créé au Bénin, d'ailleurs n'a pas été créé au Bénin. Donc qu'il a été créé au Bénin ou pas, c'est un journal qui existe. Et il était le directeur de publication de ce journal-là. Donc, de ce site d'information pour être plus précis. Donc je suppose même que, eh bien, il n'est pas journaliste. Je suppose qu'il n'est pas journaliste, n'est-ce pas? Et il avait pour rôle, eh bien, celui donc de directeur de publication d'un journal. Donc, en tant que tel, il exerce le métier. Il exerce cette fonction-là. Et en tant que tel, n'est-ce pas, il a, soi-disant, la protection de journalistes. Mais qui plus est, comme le disait Rudolf, il a suivi de formation en journalisme et il exerce le journalisme. Donc, quelle autre démonstration ou preuve faut-il apporter pour prouver sa qualité de journaliste? Quelqu'un qui vient de la Centrafrique, quelqu'un qui vient du Togo, n'ayant pas la carte de presse du Bénin, est-ce que ça veut dire qu'aux yeux des autorités béninoises, celui-là n'est pas journaliste parce qu'il n'a pas la carte de presse de la HAC, de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication? À la limite, c'est une absurdité, n'est-ce pas? Bon, le pire, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, les autorités béninoises, aussi bien politiques et administratives que judiciaires, considèrent notre confrère donc comme étant en connexion avec les terroristes. Et donc lui appliquent le régime qu'ils appliquent d'ordinaire jusqu'à ce jour aux terroristes. Et j'ai eu à mener encore mes investigations hier, et c'est seulement hier que une source judiciaire me faisait dire, n'est-ce pas, que à un moment donné, il a eu un régisseur, le régisseur de la prison civile d'Akprom-Isreté, où les terroristes, pour la plupart, sont parqués, n'est-ce pas? Quand je dis parqués, c'est vraiment le thème. Hein. Ils sont enfermés 24 heures sur 24. Et donc, le régisseur, Paul, le nom va me revenir tout à l'heure, ce régisseur a pu, n'est-ce pas, dans le temps, permettre à ces gens et terroristes, pour la plupart de l'ethnie que j'ai indiqué tantôt, eh bien, de désormais au moins sortir, leur ouvrir la porte, qui ne reste pas enfermés 24 heures sur 24. Mais depuis 6 mois, ils ont repris encore avec cela. Tant que vous êtes frappé ou accusé de terrorisme, vous êtes enfermé 24 heures sur 24. Et je peux vous dire que c'est le cas de notre confrère. C'est pitoyable. C'est ça. Je crois que c'est ça inhumain. Même, c'est inhumain à la limite. C'est ça qui est pire même dans ceux dont on parle. Et ça, on ne l'évoque pas assez. Il est enfermé 24 heures sur 24. Vous imaginez ça? Au début, il était même interdit de visite. Carrément. Autrement dit, il est traité comme on traite un animal. Comme un chien. On l'a enfermé 24 heures sur 24. Pour quelqu'un qui faisait du journalisme. Parce que je ne sais pas si on a les preuves. Également, on a les preuves qu'il était, n'est-ce pas, du réseau de terroristes, parce que un journaliste, il a toujours ses sources, n'est-ce pas, pour informer. Donc, moi, je ne sais pas comment il arrivait à avoir ces informations. Je sais aussi que au Bénin, ces informations, pas seulement au Bénin, les informations des actes des terroristes, n'est-ce pas, relayés, c'est une question philosophique. Ça peut paraître comme de la propagande. Pour eux, ailleurs, les gens le font, mais dans d'autres pays, c'est interdit, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu difficile d'apprendre que notre confrère est détenu dans ces conditions. Il est dans la prison de la prison, comme j'ai coutume de dire, pour ceux qu'on met à l'isolement, interdit de la lumière du jour,
Et cela, depuis ce temps-là, je ne sais pas si en temps cela a pu évoluer, n'est-ce pas? C'est inhumain. Et je crois que au-delà de ce que Reporters sans frontières fait, il faudrait qu'il y ait une action dans ce sens-là pour que ce régime de détention puisse changer. Sinon, il va être abîmé à la sortie et on ne pourra pas vraiment avoir comme là ce souper comme on l'avait connu. Si ça doit se poursuivre, c'est la peine douce de mort qu'on est en train de lui appliquer ainsi, je dirais, sans exagérer. Fidji Lawansé, quand vous parlez de terroristes qui sont enfermés 24 sur 24, est-ce à dire ceux-là qui ont été pris en flagrant délit dans le nord ou sur les fronts et qui sont envoyés à Miserete? Non, c'est vrai que c'est très sérieux, mais parlons de notre confrère, si vous voulez, et parlons donc du cas de Komlan Hugues Soussoupé, le commissaire, parce qu'il est d'abord commissaire, régisseur de la prison civile à Promisrété, qui a été touché par, disons, ce traitement, ce régime appliqué systématiquement à tous ceux qui sont accusés de terrorisme et qui a dit non, il faut y mettre un terme, ils sont des hommes. Il faut que au moins ils aient la possibilité. Parce que le pire, c'est quoi également? Quand vous êtes détenu comme ça, quand on vous a ramené, n'est-ce pas? Même si vous êtes blessé, vous êtes dedans comme ça avec les autres et dans la chaleur, enfermé dans la chaleur, 24 heures sur 24, avec des plaies pour ceux qui sont... Et ces plaies-là, dans ces conditions-là, justement, s'aggravent. Ces plaies-là s'aggravent, se contaminent, comment dit-on? Puis ça contamine d'autres, quoi. Donc, ce n'est pas des conditions d'hygiène idéale, n'est-ce pas, pour des humains, et il faudrait vraiment revoir ça. Donc le commissaire dont je vous parlais, le régisseur, c'est Paul Tchakou qui avait demandé et obtenu, n'est-ce pas, que ce régime soit allégé. Mais depuis 6 mois, selon mes investigations qui datent seulement d'hier, depuis 6 mois, eh bien, ils sont revenus encore à ce régime d'enfermement de ces personnes-là, 24 heures sur 24. C'est très déplorable. Et je passe par ici pour lancer un appel aussi bien à Amnesty International qu'aux autres organisations des droits humains. On dit, on ne peut pas, n'est-ce pas, je ne sais pas si ça respecte les conventions internationales même, de détention des droits des prisonniers. Je ne sais pas. Mais je crois que ça interpelle et il faut en parler. Est-ce que la Cour de la CEDEAO peut ordonner la libération d'une personne ou suspendre une procédure judiciaire nationale? Oui, malheureusement, la Cour n'a pas un pouvoir coercitif. Vous connaissez le cas du Togo. Quand bien même elle a jugé, n'est-ce pas, que eh bien, cette réforme constitutionnelle n'est pas constitutionnelle, eh bien, elle n'a pas pu changer l'ordre au Togo. Il en sera de même pour le cas Hugues Soussoupé. Normalement, il revient au pays d'appliquer ou de ne pas appliquer. Et dans le cas du Bénin, comme le disait donc Rudolf Karl, il est très probable que le Bénin, anticipant les choses, n'est-ce pas, a dit ne pas se reconnaître dans les décisions, on va le dire comme ça, de la Cour de la CEDEAO. Cela dit, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et pour plusieurs raisons. Déjà, cela fait 1 an aujourd'hui, n'est-ce pas, que, comme là, Hugues Soussoupé a été arrêté, détenu. Et cela fait 1 an donc que nous en parlons. Et surtout, nous en reparlons aujourd'hui parce que, eh bien, cela fait 1 an rond, n'est-ce pas? Et parce que cette affaire devant la justice, parce que Reporters sans frontières a mené donc cette action-là, eh bien, ça nourrit davantage l'actualité, ça donne l'occasion de continuer à en parler. Et en parler, n'est-ce pas, c'est montrer du doigt l'état des droits humains, n'est-ce pas, dans les 2 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et accessoirement le Togo, tout simplement. Et ça, pour vous, individus, pour les citoyens lambda, peut-être ça ne veut rien dire, mais pour les États, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est, disons, ce qui doit être fait, n'est-ce pas, pour les obliger, pour leur mettre la pression à devoir, n'est-ce pas, respecter un minimum ces droits humains-là, n'est-ce pas. Donc, ce n'est pas rien, même si, comme vous le sous-tendez, eh bien, cette décision de la Cour ne sera pas suivie d'effet
il est bien possible, surtout que, on est dans un changement de régime au Bénin, en tout cas officiellement, n'est-ce pas? Donc, il est possible, comme le disait donc Sadibou Maron, que des plaidoyers à l'endroit des nouvelles autorités, le nouveau chef de l'État, Romain Wadaï, notamment, puissent amener à ce que il y ait un certain allègement, voire une libération pure et simple, avec la possibilité pour, comme l'a Hugues Soussoupé, de comparaître le moment venu lorsque son procès, n'est-ce pas, sera programmé. Mais dans tous les cas, ne le faisant pas, c'est vrai qu'au plan national, on en parle moins à cause de cette chape de plomb-là qui pèse par ailleurs sur la plupart des journalistes, mais plus généralement sur les citoyens béninois, ce qui a été le cas en tout cas pendant 10 ans. Donc tout le monde s'est résolu au silence, tout le monde s'est résolu à la peur, n'est-ce pas? Mais à l'international, c'est pas du tout ça. Or, pour les pouvoirs comme celui de Cotonou ou d'Abidjan, n'est-ce pas? L'opinion nationale, à la limite, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit plus rien. Mais à l'international, là, ils sont très soucieux de leur image. Ce qui se comprend. C'est de là qu'ils ont leurs ressources. C'est là-bas, ils vont jouer au monsieur propre. Et donc, ça les touche beaucoup quand cela est fait ainsi. Donc, et qui plus est aujourd'hui avec le numérique, n'est-ce pas? Un investisseur qui doit venir au Bénin, qui doit venir en Côte d'Ivoire, son premier réflexe, c'est d'y avoir, par exemple, entre autres actions qu'il fait, entre autres préalables, c'est d'aller sur Google et de taper État des droits humains au Bénin, État des droits humains en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qu'en investissant État de la justice dans ces pays-là, parce qu'il sait qu'en investissant dans ces pays, il se peut qu'il ait de soucis demain. Parce que seul ne se blesse pas, qui ne fait rien, n'est-ce pas? Alors, donc, si demain il a de soucis et qu'il a maille à partie, soit avec les autorités, en tout cas, il est devant la justice du pays, comment il est en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir faire entendre raison, d'avoir raison et que cette raison prévale? Entre autres outils, il va sur Internet, il va chercher. Donc, ils doivent faire ça et doivent lire des cas comme là, se soupait. Ce n'est pas du tout bon pour le pays non plus. Donc ce n'est pas du tout rien. Même si les autorités, visiblement, donnent l'impression de ne pas être touchées, de ne pas être sensibles à ça. Elles sont très, très, très sensibles. Elles sont très, très sensibles. Et donc, les médias qui ne se rendent pas compte de cette force qu'ils constituent, je dirais, n'est-ce pas, doivent pouvoir, en de pareils cas, n'est-ce pas, continuer à jouer leur rôle au lieu d'être plombés par la peur, comme on l'observe au Bénin avec la plupart des médias sur le cas Hugues Soussoupé, n'est-ce pas? Continuer à jouer leur rôle de manière à obliger les autorités, n'est-ce pas, à ne pas continuer dans ces genres d'actes dont, même silencieux, ils sont de potentielles victimes demain.